Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première de la semaine. On est le lundi 18 décembre 2023. On est en direct avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30 et merci en tout cas à vous d'être présents aujourd'hui avec nous. Et aujourd'hui dans l'émission, on parle des aidants. Oui, ces personnes qui accompagnent leur famille, leurs membres de la famille qui soient fragiles, malades ou affaiblis. Alors l'aidant, c'est un engagement fort qui est gratifiant mais qui peut être aussi très exigeant, entraînant souvent des conséquences importantes sur la santé physiologique et la santé psychologique. Le thème du jour, aidant, on vous aide. Et bien sûr, la partie rubrique aujourd'hui avec Wisher pour Wahida Selmchif, elle nous parlera du 7e art palestinien. Voilà le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie. Et ça commence juste après le générique, bien sûr. Alors on parle aujourd'hui du burden. Qu'est-ce que le burden? C'est la charge ou le fardeau qui pèse sur les personnes aidantes. Ces personnes dévouées qui prennent soin de leurs proches ou d'un membre de la famille en perte malades ou handicapés, des aidants qui ne sont pas forcément aidés. Justement, aujourd'hui, dans l'émission Ma famille, ma vie, on va essayer de vous aider, on va essayer d'alléger ce fardeau. Et comme vous le savez, cette émission est faite pour vous, cette émission est faite avec vous. Alors appelez-nous, parlez-nous, partagez avec nous et posez-nous vos questions au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dr Samira Fekresh. Vous êtes psychologue, directrice générale d'un centre de recherche et d'application psychologique. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mounia, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Le plaisir est partagé comme à chaque fois. Avec nous aussi Dr Linda Bouait, vous êtes psychiatre. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. Merci. Et avec nous aussi, Madame Dalila Abdelli, vous êtes présidente de l'association Metin Sanich. Bonjour et merci d'avoir aussi accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité et d'avoir pensé à Metin Sanich pour parler de l'aidant. Exactement, on parle de l'aidant aujourd'hui. Et je voudrais commencer par cette première question. Chacun a sa définition de l'aidant, justement. Donc j'aimerais bien avoir votre définition personnelle à chacune. C'est un plateau exclusivement féminin. Donc de l'aidant, on va commencer avec vous, peut-être, docteur Samira Fekresh. L'aidant, c'est d'abord la personne qui se dévoue à prendre en charge la personne malade, de l'accompagner dans ce voyage. Parce que c'est un voyage qui peut durer une courte durée. Ça peut être sur le moyen terme, ça peut être sur le long terme, ça peut être des décennies. Nous avons vu des personnes prendre en charge les personnes malades pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est des différentes phases de la vie et avec un investissement donc émotionnel, un investissement affectif, un investissement physique aussi, matériel. Donc c'est tout ce dévouement qu'a la personne envers la personne malade et à un moment ou à un autre, on sent que cet aidant s'oublie dans ce voyage et s'investit totalement et à un moment ou à un autre aussi il y a une sonnette d'alarme qui s'installe chez cette personne en disant où est la gratitude de l'autre. Donc l'autre c'est les autres membres de la famille. C'est l'environnement dans lequel il vit, c'est de voir des étapes de sa vie qui sont passées sans qu'il ne puisse réaliser quelque chose pour lui-même. Il l'a réalisé pour les autres, il s'est dévoué pour les autres et c'est là où il y a un sentiment un petit peu de mal-être qui va s'installer chez l'aidant et qui va amener à développer beaucoup de problèmes. Ça peut être des problèmes psychosomatiques, ça peut être des problèmes somatiques uniquement. Donc, et c'est là où il est très important d'avoir des structures. Et là, je remercie la société civile qui prend en charge ce type de problématique et qui amène à une prise de conscience aussi dans la société qu'il est important d'avoir des structures d'accompagnement, d'avoir des structures de briser cette glace qui se constitue au fil du temps et qui amène la personne à assumer toute seule
ce vécu avec la personne malade et les durs moments aussi de ce voyage. Donc c'est très important d'avoir des structures d'accompagnement et des groupes de parole aussi qui vont un petit peu dédramatiser, mais aussi amener à soulager la peine, la souffrance, l'anxiété, parce que parfois on est face à des questions qu'on n'arrive pas à trouver de solution, soit vis-à-vis de la maladie en elle-même de la personne qu'on accompagne, ou vis-à-vis aussi du vécu quotidien. Donc c'est important d'être accompagné et d'être soulagé aussi sur ce point-là. Très bien. Docteur Linda Bouheit, votre définition. Déjà, je vous remercie pour le choix du sujet de cette émission. Pour moi, l'aidant, ce n'est pas la personne ou les personnes qui viennent pour la première fois à la consultation pour avoir un diagnostic, mais ce sont celles qui accompagnent d'une manière continue et qui accompagnent le malade, comme vous le disiez tout à l'heure, tout dépend de la maladie, des mois, des années, mais surtout quand c'est une maladie par exemple lourde et sévère, donc grave, cet aidant-là, il a besoin d'aide aussi. Il a besoin d'être orienté, d'être éclairé. Oui. Ce qui se passe, c'est que souvent, il coexiste une souffrance qui est souvent sous-estimée. Derrière cet aidant. Tout à fait. Oui. Et il faut aujourd'hui savoir qu'ils vivent dans un stress permanent, continu, et vraiment leur vie change complètement. On a aussi cette notion de dette ou de devoir, de dette par rapport aux enfants qui aident leurs parents parce qu'ils ont une dette par rapport à leurs parents, ou de devoir par exemple avec un conjoint parce qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Donc on a cette notion aussi que on est obligé de le faire. Parce que quelqu'un d'autre peut-être ne pourra pas le faire aussi bien que nous. Pour moi, l'aidant, c'est la personne ou les personnes qui vivent sous le même toit et qui prennent en charge le malade. Oui. Moi, personnellement, le mot aidant, je ne le connaissais pas. J'étais, entre guillemets, aidante, mais je ne me suis jamais considérée comme aidante. Oui. C'était ma maman qui était malade et qui est toujours malade. Je la prends en charge. Ce n'est pas par devoir seulement, c'est par amour aussi. C'est pas, on ne se dit pas que c'est parce que si on n'est pas aimant, on n'est pas aidant, on ne peut pas être aidant, donc il faut être aimant, il faut apprendre à donner, il faut à la base se dire qu'on a une tâche humanitaire, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qu'on aime qui est malade, on est obligé d'être avec lui et de l'accompagner. Là, c'est très, quand la maladie devient chronique, comme elle l'a bien souligné mon amie Linda, on se retrouve dans l'isolement total. On est obligé, on se fixe des barres hautes des fois. C'est-à-dire qu'on essaie d'exceller dans notre travail. Il y a la persévérance aussi qu'on est obligé de tenir. S'installe ensuite l'épuisement, il y a la dépression, parce qu'on n'est pas, on est des fois, très souvent, on part pas du bon pied. On a une maladie qui tombe sur la tête du jour au lendemain. C'est pas quelque chose qui s'installe avec le temps, c'est quelque chose qu'on reçoit d'une manière très très foudroyante. Donc on se met dans le bain tout de suite, sans se voir, sans s'attendre, sans pouvoir imaginer à quoi s'attendre. On se dit que c'est très difficile, ça va être difficile. Il y a aussi le fait que l'acceptation, très souvent on ne passe pas par ça. Parce qu'on n'est pas accompagné nous-mêmes. On a le déni. On travaille, oui. On est là, on travaille, on a un malade, on l'accompagne, on s'occupe de lui sur tous les plans, sur le plan médical, sur le plan physique, sur le plan hygiène, sur le plan nutrition, sur tous les plans, et on s'oublie très souvent. Et là, quand on s'oublie, très souvent on s'oublie, on se retrouve dans des situations vraiment très difficiles. Il y a l'épuisement, il y a la dépression, parce qu'on n'a pas fait un travail de deuil blanc, comme on l'appelle, c'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas l'acceptation. C'est très difficile, on ne part pas du bon pied, parce que là déjà, on n'a pas le temps de se dire qu'il est malade. On va prendre un peu de temps pour soi-même, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et très souvent aussi, je saute un peu d'un sujet à un autre, c'est-à-dire qu'on parle des dents, mais c'est des aidantes.
Oui. La Mais justement, plupart j'allais du j'allais temps, y venir, c'est des justement. femmes qui s'impliquent On dans la pense prise en que charge c'est inné de ces chez les proches. femmes, que c'est automatique chez les femmes, c'est les femmes qui Je pense que savent c'est le mieux. culturel. Là. Voilà. Je pense que c'est une question de culture. oui. Parce qu'avant, le profil de la population algérienne, c'est que les familles, elles étaient nombreuses, les Oui. femmes ne travaillaient pas, elles étaient au foyer, c'est les hommes qui sortaient, la belle-mère, le beau-papa, etc. C'est la femme, c'est la belle-fille qui Oui, s'en qui s'en charge. charge, oui. Et puis avec le temps, on a gardé ça, que c'est la femme. Même actuellement, en 2023, il y a par exemple quelqu'un qui a son papa qui est malade, c'est sa sa femme qui fille. s'en occupe. Oui. C'est Sa femme pas ou lui sa qui fille. s'en occupe. On a gardé la culture indique alors que le profil de la population algérienne il a complètement changé. La femme, elle travaille dehors, elle n'est plus au foyer. Donc le problème se pose réellement en 2023. Actuellement en Algérie, il y a un gros problème de prise en charge du malade d'une manière générale. Voilà. Et justement, on pense souvent que c'est inné chez la femme parce qu'on se dit c'est tout à fait normal, c'est la femme qui enfante, qui élève les enfants. Donc pour elle, elle a déjà cette habitude-là, c'est déjà en elle. Donc automatiquement, ça sera plus facile pour une femme d'être aidante que pour un homme d'être aidant. Comme disait Madame, c'est assez culturel chez nous. On est élevé dans la famille avec ce concept que c'est la femme qui se donne à fond pour les autres, c'est la femme qui s'occupe des autres. On élève déjà la fille toute petite à s'occuper à faire plaisir à son papa, de s'occuper de son frère, d'avoir la responsabilité des frères et sœurs plus jeunes. Et par la suite, il y a toujours ce sacrifice un petit peu surtout de la fille aînée pour le reste de la famille. Par la suite, c'est aussi, on retrouve beaucoup maintenant dans la constitution de la famille algérienne, par exemple, si la maman est malade, s'il y a une fille qui vient de perdre son mari, qui est veuve ou qui est divorcée, on lui attribue ce rôle. Il y a aussi je dis c'est culturel parce que c'est aussi, on a la constitution, les rôles sociaux dans la famille ont été attribués de la sorte que c'est la femme qui enfante, c'est la femme qui donne le meilleur d'elle-même pour les autres, c'est elle qui, dans l'attribution des rôles et des activités au quotidien. Donc il y a certaines activités qui sont pour la femme. Mais on voit que maintenant il y a une tendance, on est en 2023, on voit quand même que ça commence maintenant, qu'il y a des hommes aussi qui s'occupent de leur maman, parce que aussi la constitution de la famille a changé. C'est plus comme avant. C'est plus comme avant. La grande famille, c'est des familles nucléaires, où il y a le couple, les enfants. Donc ça commence à bouger. Voilà. Donc il y a le mari qui s'occupe de sa femme si elle est malade, il y a le fils qui s'occupe de sa maman si elle prend de l'âge, qui a une maladie chronique, etc. J'ai vu des hommes faire la toilette à leur maman jusqu'au dernier jour. Donc pendant 10 ans, s'occuper de leur maman, ils refusaient que quelqu'un s'implique dans cette approche. C'est rare, mais ça commence et c'est là où il faut mettre la lumière sur ça. Ce n'est pas un tabou. Justement, on est là aujourd'hui pour les sensibiliser. Exactement, c'est le rôle des médias. Donc de mettre la lumière sur ce type d'hommes qui accompagnent les personnes malades autour d'elles et qui s'investissent aussi dans ce parcours de la maladie, mais aussi qu'il doit y avoir cette gratitude aussi dans la famille et dans la société vis-à-vis de ces personnes. Cette reconnaissance, parce que c'est important. Quand il y a la reconnaissance, on amène la personne à faire face à plus de défis. Mais quand il y a une et on le voit, des querelles familiales, parce qu'on pense que la personne aidante va profiter des ressources financières de la personne malade, et ça commence, les problèmes commencent de là. Alors qu'il faut se mettre en tête que quand on a une personne malade, les ressources financières ne suffisent pas. On a beau avoir des... C'est pas forcément le plus important. C'est pas le plus important. Et la personne malade requiert beaucoup d'investissements financiers aussi, parce que quand on voit, par exemple, si on a une personne qui est alitée, ça demande beaucoup de frais, entre les couches, les soins, les visites peut-être à domicile, les analyses, etc. Ça revient très cher. Donc, il faut qu'il y ait un acquis de conscience au niveau de la société, que arrêtons de contrôler au centime près la personne aidante, alors qu'on oublie l'investissement qu'elle est en train de donner de son temps, de son énergie, de sa jeunesse, de tout, même par exemple de sa vie. On le voit très rarement. Elles ont surtout besoin d'un soutien moral. Exact, tout à fait. Voilà. On a vu souvent des personnes
se plaindre c'est-à-dire ils font pas attention à leur souffrance. Exact. Oui. Tout à fait. On vit dans l'isolement, on est très peu compris Voilà. parce qu'ils croient. Parce que là, je vais vous donner un petit exemple. Oui. Il y a une visite familiale. J'ai toujours plaidé, comme je vais le dire tout à l'heure, pour les visites utiles. Oui. Quand on a un malade, on vit déjà dans l'isolement, on vit dans la souffrance. On est déjà d'un certain âge, très souvent on est d'un certain âge. Donc déjà on souffre de maladies chroniques. Parfois on retrouve des couples, c'est-à-dire que l'épouse s'occupe de son mari alors qu'elle est diabétique, elle est hypertendue, elle a l'arthrose. Qui délaisse sa santé personnelle pour prendre soin. Voilà. Pour prendre soin de son mari. Là on ne voit pas. On fait une visite chez la famille qui prend soin du malade. On voit le malade en bon état, tout propre, il est bien, il a bien mangé, etc. On voit que les bons côtés. Personne ne peut imaginer, très rarement on imagine le temps qu'on s'est donné. L'énergie qu'on a mise pour avoir un malade dans cet état. Et là, justement, c'est une occasion pour sensibiliser tout le monde, le grand public, qu'on soit voisin d'un malade, qu'on soit famille, frère, sœur, etc., d'avoir d'abord des visites utiles. Venez avec un repas, venez avec quelque chose qui peut rendre service. Aidez-nous au lieu de venir rajouter un fardeau. Voilà. Évitez les critiques, même s'il est sale, même si le malade est sale, même s'il n'est pas propre, mais on n'a pas eu le temps, parce que des fois on a des visites à l'improviste comme ça. Voilà. Donc il faut éviter, encourager l'aidant. J'aime pas trop ce mot aidant. Encourager, c'est toute la famille qui s'occupe, parce que des fois c'est toute la famille qui s'investit. Par exemple, dans mon cas, je suis mariée, j'ai 2 enfants. J'ai dû mettre entre parenthèses ma vie de couple et ma vie. Des fois, j'ai eu un peu de chance d'avoir des filles un peu d'un certain âge. Donc, la responsabilité était beaucoup moindre par rapport à quelqu'un qui a des enfants en bas âge. Mais j'ai dû mettre ma vie de côté, ma vie entre parenthèses, pour pouvoir m'occuper de ma mère. Donc, comme elle l'a bien souligné, madame, c'est-à-dire la gratitude. Sachez remercier, sachez ramener une petite fleur à celui qui s'occupe du malade. Voilà. Sachez un petit mot, une petite lettre, un petit message, ça encourage beaucoup. Ça donne de l'énergie, ça aide, ça donne des ailes. On est bien entouré. Et voilà. Justement, aujourd'hui, on parle des aidants et le thème du jour, aidants, on vous aide. Donc, si vous voulez partager avec nous, si vous voulez justement nous poser des questions, n'hésitez pas à composer le numéro qui est juste en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. On est là justement pour répondre à vos questions et accueillir vos témoignages. Et justement, vous êtes la présidente d'une association, Matin Sanish. Donc, c'est comme ça qu'est née cette association. Comment est arrivée cette association ? L'association est née d'une manière très hasardeuse. Moi, personnellement, je ne me suis jamais vue dans le mouvement associatif. C'était un petit groupe d'amis Facebook. Et parmi eux, il y avait des malades de Parkinson. Et moi, j'avais ma maman malade d'Alzheimer. Donc, il y avait un échange par rapport à la maladie, aux personnes malades et par rapport aux aidants familiaux. Donc, c'est comme ça qu'est né, avec du temps, le groupe sur les réseaux sociaux a pris beaucoup d'ampleur, on a eu beaucoup d'adhérents. C'est là qu'on a eu l'idée de créer l'association. Et voilà, elle a des objectifs. C'est aider le malade d'abord, aider les familles des malades, former les malades sur la maladie. Quand on connaît la maladie, on a moins de mal à affronter la maladie. Connaître la maladie, c'est une façon d'aider le malade d'une manière correcte. D'une manière correcte, voilà. Et voilà, on l'a appelé Matin Sanish. Personnellement, c'est moi qui ai choisi ce nom, Matin Sanish. Ne pas oublier les dents, ne pas oublier le malade, parce qu'on a tendance à vivre dans l'isolement le plus absolu, je vous le dis. On n'est pas dans les fêtes, on n'est pas dans les janazettes, on n'est pas dans les réunions familiales, on n'est pas dans le travail, on n'est pas dehors. Quand on sort, on ne peut pas sortir à l'improviste. On est obligé de programmer, on est obligé. Moi, personnellement, j'ai dû faire tout un programme pour pouvoir me faire remplacer pour ma maman. D'ailleurs, je salue ma fille Myriam, qui est à côté de ma maman. Et
né. Et voilà, c'est comme ça qu'est né. Il y a le besoin, il y a le grand besoin. La maladie d'Alzheimer, le malade de Parkinson, elles sont plus ou moins méconnues. Moi, dans mon cas, je ne savais pas ce qu'était la maladie d'Alzheimer. C'était une maladie grave, c'est tout ce que je savais, mais les manifestations, l'évolution, les symptômes, la vraie maladie, nous la vivons H24. Je me suis dit, au début, j'ai cherché sur Internet, je voulais savoir, je voulais apprendre des choses. Comprendre la maladie, c'est aussi savoir aider votre mère. Oui, c'est pour pouvoir aider. Voilà. C'était ça l'objectif, pour pouvoir aider. Et je me suis, avec du recul, ça fait 14 ans qu'elle est malade, ma mère, je me suis dit, avec les petits articles que je lisais, ça n'a rien à voir avec la vraie c'est autre chose. Les différentes manifestations, l'évolution, les différentes facettes de la maladie. C'est ce qui vous a permis, c'est ce qui vous a poussé aussi à vous rassembler autour d'une association. Et justement, vous avez fait une journée, aider. Vous avez organisé une journée, on va suivre ça en reportage. On en a organisé 8 journées en présentiel et 19 webinaires. Et cette fois-ci, le 9 décembre, elle était destinée aux médecins, aux professionnels de santé pour pouvoir sensibiliser, apprendre, prévenir, pour pouvoir aider et avoir un regard de bienveillance sur les dents. Très bien. Et on va suivre justement ce reportage de notre collègue Yasmine Belhidja. Entre parenthèses, c'est pour ça, par exemple, Médecins Niche, l'Association nationale des malades d'Alzheimer et du Parkinson, a organisé une journée pour sensibiliser, prévenir, mais aussi captiver l'attention sur les dents familiales. Une journée informative, constructive et surtout pleine d'émotions au milieu des présents. Médecins généralistes, psychiatres, neurologues et d'autres professionnels de la santé se sont réunis pour le même et le seul objectif, d'aider les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Tous les efforts et le travail qu'elle fournit. Un mot sur l'Alzheimer. Donc l'Alzheimer, c'est une dégénérescence du système nerveux central. C'est une altération des fonctions intellectuelles. Elle est globale, progressive, acquise. Et je citerai la citation du grand monsieur Esquirol qui disait que c'est un homme qui est privé de ses biens dont il jouissait. C'est un homme pauvre devenu riche. Il y a des troubles, bien sûr, des troubles neurocognitifs. Voilà. Parmi eux, les plus importants, c'est l'Alzheimer et aussi le Parkinson. Bien sûr, il y a les maladies psychiatriques qui sont à côté, mais tous ces malades-là, le médecin généraliste, de par sa profession, c'est ce qu'on appelle le gatekeeper en anglais, ça veut dire une porte d'entrée. Donc les patients, normalement dans un système de santé bien organisé, parce qu'il y a l'entrée dans le système de santé, c'est le médecin généraliste que je suis. Donc ils consultent chez moi, je les examine, bon, s'il leur faut demander des analyses complémentaires, je leur demande, mais aussi je les oriente chez mes confrères spécialistes pour poser le diagnostic. Parler des malades atteints d'Alzheimer est important, mais on a tendance à oublier les aidants, qui prennent en charge les malades et qui ont besoin d'être formés, mais notamment d'être aidés sur le plan psychologique et financier. C'est moi et mes confrères médecins généralistes. Moi, mon message, c'est les aidants, parce que je suis avec cette association qui fait beaucoup pour les aidants, qu'on oublie, qui sont au domicile. Voilà, grâce à eux, les personnes âgées sont pas visibles. Ils sont au domicile, pris en charge par les parents. etc. Mais des fois, par exemple, avant, on était 8 à 10 enfants. Maintenant, 2 à 3. Voilà. Il va immigrer, etc. Il reste une personne à la maison. Ce n'est pas facile. C'est-à-dire de sacrifier sa vie. Des fois, des gens sacrifient leur avenir. C'est une charge énorme. On se rend compte que prendre sous son aile un parent qui est atteint de la maladie Alzheimer, c'est quelque chose de très très difficile. Émotionnellement parlant, psychiquement parlant, je ne suis pas psychiatre, mais je dirais quand même qu'on sent cela. On ne sait pas si la personne Alzheimer souffre, mais ce qui est certain, c'est que les aidants, la famille, souffrent beaucoup, leur vie se rétrécit et elle devient dramatique. Alors, il ne faut pas mélanger entre violence et confusion.
C'est Fabrice. Une personne âgée ou malade a besoin d'une prise en charge, de l'empathie, mais surtout d'un aidant pour l'accompagner tout au long de la journée. Service en ligne. Voilà, a besoin de prise en charge aussi. L'aidant a besoin aussi de prise en charge. Il faudrait peut-être mettre en place, quand on part pour la consultation de la personne malade, il devrait peut-être avoir aussi une consultation de l'aidant, en même temps qu'elle soit sur la santé physique, psychologique aussi, parce que ça pourrait beaucoup aider. Oui, exactement. Justement, il nous arrive de voir des aidants encore plus malades que leurs malades. Ils sont angoissés, ils sont déprimés, ils sont épuisés. Voilà. Donc c'est vrai, effectivement, il faudra penser à leur donner leur place, reconnaître, et pourquoi pas leur offrir un statut déjà. Déjà le statut. Ensuite, par rapport à l'accompagnement, leur accompagnement psychologique et médical, des fois, ils nécessitent un traitement carrément. Il faut leur offrir un espace thérapeutique. Déjà au début, à l'annonce du diagnostic, il faut faire très attention. Parce que, on le sait, que annoncer un diagnostic, ce n'est pas facile. Et la famille ou les aidants viennent avec un mélange de sentiments. Hein. On peut retrouver de la culpabilité, on peut retrouver un sentiment d'impuissance. Donc voilà, il y a tellement de sentiments. Le thérapeute, il doit être préparé et accepter toutes ces émotions-là. Des fois, on trouve, par exemple, de l'agressivité. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a eu, avant d'arriver chez nous, il y a eu une errance médicale. Et ensuite, tout au long de l'accompagnement, il faudra leur offrir un espace où ils ont besoin d'être écoutés, et ils ont besoin d'être accompagnés. Voilà. Pour décharger un petit peu, parce que l'écoute déjà, ça peut beaucoup aider. Le fait d'écouter quelqu'un, oui. C'est important de leur offrir une écoute active, c'est important de comprendre leur souffrance, de déculpabiliser aussi, parce que il y a beaucoup de moments un petit peu où la personne peut se culpabiliser en disant est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je me suis bien occupée. On sait que la maladie évolue parfois lentement, mais parfois aussi rapidement, donc parfois on se culpabilise, on se dit il y a eu des faillances à ce niveau-là. Si la personne fait une chute, on se culpabilise encore plus. Et tout le monde va culpabiliser la personne aidante. Au lieu de lui dire oui, c'est un truc qui arrive et tu as fait de ton mieux pour t'occuper de la personne, mais on ne peut pas être, même si on est à côté, si la personne fait une chute, parfois ça peut arriver. Et alors au lieu de la culpabiliser, il faut au contraire être là à la soutenir et à l'amener à terminer son chemin. Arriver aussi à comprendre que cette personne a des moments de faiblesse, a des moments d'errance aussi, a un moment de déni face à la réalité de ce qu'elle vit, du diagnostic, du vécu au quotidien. Et il doit y avoir un accompagnement. Un accompagnement, c'est arriver aussi à accepter le fait que la personne demande de l'aide. Qu'on vient se relayer avec elle sur la prise en charge. Dans beaucoup de familles, dès qu'il y a une personne qui s'occupe d'un malade, à un moment ou à un autre, si elle demande de l'aide, si elle commence un petit peu à se plaindre qu'elle n'arrive pas à allier entre les tâches ménagères, s'occuper de la personne malade. Des fois, on n'ose même pas. On n'ose même pas. On a l'impression qu'on demande un service. Exactement. Alors c'est le papa ou la maman de tout le monde. Exactement. Et on n'a même pas besoin des fois de justifier. De justifier. Et parfois, cette personne, on l'a vu, par exemple, elle dit bon, je vais faire appel à une femme de ménage, et tout le monde qui s'oppose. Ah non, on peut pas une étrangère dans la maison, on peut pas. Mais il faut comprendre que cette personne a un seuil d'acceptation, un seuil de tolérance face au vécu au quotidien. Accompagner un malade H24 est très différent de s'occuper de cette personne pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 6 heures. Donc il doit y avoir aussi des structures d'accompagnement, même au niveau on parle beaucoup maintenant de gériatrie, d'accompagnement de la personne âgée, mais il faut mettre les structures aussi en place. On parle de chômage, etc. On peut créer des emplois d'accompagnement des personnes âgées sur leur hygiène, travailler sur le côté cognitif,
cognitif aussi de cette personne, sur la prise en charge des tâches ménagères, etc. Donc, ça peut être des métiers qui sont pris en charge par des structures. Je pense, si vous créer, me permettez, créer des emplois. Justement, il y a la loi qui est très claire, nette et précise sur ce point. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est plus autonome, elle est dépendante, elle a droit à une aide ménagère, elle a droit à une aide psychologique, elle a droit à des couches si elle est démunie, elle a droit à son aidant principal. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de pratique. Oui, c'est Le problème est là. Donc, qui il y a place aux entreprises de garde malade privées qui ne sont pas du tout formées. Moi, je suis contre. Je n'attaque personne, mais c'est très important de former ces gardes malades sur la prise en charge du malade. Comment changer la couche? Une fois, il y a une dame qui m'a juste carrément posé la question. Elle a dit que nous sommes une association qui s'occupant de femmes en difficulté, c'est-à-dire qu'on les place comme garde malade chez certains malades. Je leur ai dit, est-ce que vous leur faites une petite formation? Elle a dit, comment quelqu'un a besoin de formation pour pouvoir changer une couche? Là, il n'y a pas que il y a la prise en charge, il y a les escarres qui peuvent arriver. Il n'y a pas que l'Alzheimer, il n'y a pas que Parkinson, il y a d'autres maladies qui ont besoin d'un minimum de connaissances. On ne peut pas être aidant si on n'est pas formé justement par rapport à la maladie ou à la faiblesse de la personne quand on Exactement. Et nous, on le fait justement au sein de l'association. En tant qu'association de malades d'Alzheimer de Parkinson, nous formons les aidants, nous formons les gardes malades. C'est-à-dire que les inscriptions sont ouvertes à tout le monde, tous ceux qui sont intéressés. Garde malade, enfants, familles, venez apprendre gratuitement. On vous apprend avec des professionnels de santé. Et je cite Dr Kacher, qui est un gériatre. C'est grâce à votre émission, à notre premier passage dans votre émission, qui nous a vus et qui nous a contacté lui-même et qui nous apporte beaucoup d'aide, beaucoup. Il est médecin gériatre en France et nous profitons de ces séjours ici en Algérie pour former nos malades, nos aidants d'une manière générale et nos familles. En ce qui concerne l'aide, moi je lance un appel à toutes les familles qui ont un malade de s'unir autour du malade, de se dire que nous devons éviter l'isolement aux malades, à la famille qui prend en charge le malade. Nous vivons dans la souffrance la plus absolue. On voudrait bien passer des séjours d'une journée, d'une demi-journée, d'une nuit quelque part, sortir, nous changer les idées, nous déstresser. Il faut s'organiser dans la famille, justement. Il faut s'organiser dans la famille, même si c'est pour un week-end, même si c'est pour une semaine par 3 mois, ça pourrait vous aider. Et ça donne de l'énergie. Et de l'espoir en disant que oui, dans un mois, 2 mois, j'aurai une petite semaine où je pourrai souffler, ça vous fera du bien. Ça fera du bien à l'aidant et ça fera du bien à l'aider aussi. Pour pouvoir s'occuper de ces maladies, pouvoir s'occuper, comme elle l'a bien souligné, mon amie Linda, c'est s'occuper de ces maladies. On est malade, nous avons besoin d'être pris en charge. C'est ça. Nous lançons vraiment un appel aux autorités, au pouvoir public, de pouvoir coopérer avec eux pour mettre un dispositif d'aide à domicile à l'aidant et aux malades, aux familles qui prennent en charge un malade. Je voudrais rajouter, par rapport aux familles, il y a certaines familles qui ont honte de la maladie. Quand ils ont, par exemple, si je prends l'exemple d'Alzheimer, ils le cachent. Alors que si, je ne sais pas moi, puisqu'il y a des conséquences sur la vie personnelle, familiale, sociale, professionnelle, donc si il n'y a pas de honte à dire que mon papa, mon époux est dément. Donc, on pourra toujours avoir de l'aide par rapport le voisinage, il peut nous aider. Une personne Alzheimer qui est en pleine agitation et qui veut sortir, on peut demander à n'importe quel jeune du quartier, il se fera un plaisir de venir l'aider. Donc pourquoi il faut libérer la parole. Libérer la parole. Exactement, voilà. Il faut vulgariser encore plus sur ces maladies. On est une société qui prend de l'âge maintenant. On parlait auparavant qu'on est une société où on a beaucoup de jeunes, 75% de jeunes. Mais ces 75% de jeunes vont prendre de l'âge. Ils ont pris de l'âge. Donc, et beaucoup de maladies surviennent maintenant plus tôt qu'auparavant. C'est le cas de l'Alzheimer. Avant, on parlait de l'Alzheimer à partir de 75 ans, etc. Maintenant, on voit des cas d'Alzheimer très jeunes, 40 ans. Moi-même, j'ai vu des jeunes à 40 ans. C'est ce qu'on appelle la démence présénile.
maladie d'Alzheimer. Voilà. Alors que chez les personnes âgées, c'est la démence sénile type Alzheimer. Voilà. Donc là, Donc à déjà, 40 ans, déjà, on peut risque- avoir, et parfois il y a certaines lésions neurologiques, etc., qui créent des problèmes, qui donnent, parfois on a l'impression qu'on est face à un Alzheimer, alors que peut-être c'est dû à un autre type de démence ou une maladie neurologique. Parfois certaines tumeurs, etc., peuvent donner des états d'agitation chez la personne. Donc il est très important de vulgariser, de parler maintenant de ce type de maladie. Toutes les maladies neurologiques sont très importantes à mettre la lumière sur ces maladies et que ça peut toucher n'importe quelle frange de la société. Ce n'est pas réservé seulement aux personnes âgées. Ça peut toucher, comme je disais, une personne à 40 ans, ça peut toucher une personne à 30 ans, ça peut toucher une personne à 50 ans, à 60 ans, ça peut toucher hommes et femmes. Donc, là, il est très important qu'il y ait donc des émissions, qu'il y ait sur les réseaux sociaux aussi, quand on en parle sur ces maladies. Voilà. Mais c'est très important de vulgariser et d'arriver à mettre la lumière. Quand on parle beaucoup maintenant des réseaux sociaux, on parle des influenceurs. Les influenceurs doivent changer de cap et de parler de sujets instructifs pour la société qui apporter une plus-value à la société, qui vont aider à élever le niveau de conscience dans la société, mais aussi qui vont amener à générer de l'emploi, à générer de l'instruction, à générer du savoir sur ce qu'on vit au quotidien et quelles sont les politiques à mettre en place pour mieux accompagner ces aidants, pour mieux accompagner la vie au quotidien. Parce que quand on parle d'aidants, c'est par exemple madame, elle est épouse, elle est maman. Elle est fille d'une personne malade. Elle est présidente d'une association. Donc, il y a plusieurs rôles. Donc, elle porte plusieurs casquettes. Pour arriver à équilibrer entre tout ça, il doit y avoir un accompagnement. Cet accompagnement, il n'est pas réservé à la personne aidante, mais aussi à toute sa famille. Parce qu'il y a cet époux qui a été sacrifié parce qu'elle doit s'occuper de sa maman. Il y a ses enfants qui doivent aussi être mis de côté parce qu'elle doit s'occuper de sa maman. Il y a elle-même qui s'oublie de manière émotionnelle, de manière affective, de manière physique aussi. Et au bout du compte, à un moment ou à un autre, on se pose la question. Je suis où dans tout ça? Donc c'est et là on ne se pose même pas la question. On se pose même pas. Mais il viendra le jour où vous allez vous poser cette question. Ce n'est pas aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, vous allez vous poser cette question. Et même si vous n'allez pas vous la poser directement en face d'un miroir, il y aura quelqu'un d'autre qui va vous la poser indirectement. C'est vos enfants, c'est vos petits-enfants. À un moment ou à un autre, il y aura cette question qui va se poser. Et c'est là où il est très important d'être accompagné. Qu'il y ait aussi des groupes de parole. C'est très important. C'est ce partage, ce qu'a fait madame sur Facebook. Donc, c'est un échange d'informations, un échange du vécu au quotidien, ce que je ressens au quotidien, ce que je vis au quotidien. Parfois, on a des réponses qu'on ne trouve pas chez le spécialiste. Mais on va le trouver chez la personne qui vit la même chose. On va le trouver chez la personne qui a vécu, qui vit la même situation que nous. Exactement. Et c'est là où cet échange est très important parce que ça permettra de prendre la main de la personne qui est dans cette situation et de l'amener à voir le bout du tunnel, qu'il y a un rayon de soleil quelque part et il faut croire à ce rayon de soleil. C'est cet espoir qui va nous amener à donner encore le meilleur de nous-mêmes. Justement, en parlant sur tous les plans, sur les réseaux sociaux, en tant qu'association, à la télévision, etc., on va essayer de sensibiliser, de mettre en lumière les souffrances de l'aidant et du malade et des familles qui s'occupent d'un malade tout court. Exactement. Voilà. En parlant justement d'Alzheimer, quels sont les défis spécifiques auxquels sont confrontés les aidants des patients Alzheimer? C'est pas comme un aidant pour un malade d'Alzheimer n'est pas comme un aidant pour une personne handicapée ou aidant pour un enfant ou autre. Oui, c'est un défi au quotidien, parce que les humeurs changent chez la personne qui est là, la spécialiste elle est là, donc elle parlera plus de ça, mais c'est vraiment faire face à des humeurs changeantes, à des dénis de la réalité, à des accusations, parce que ça commence, la première des choses qu'on retrouve beaucoup chez la personne qui a l'Alzheimer, c'est on m'a piqué mon argent, on m'a caché, on m'a pas donné à manger, on s'est pas occupé de moi. Donc, et là, il y a de la frustration chez la personne, chez l'aidant. On dit mais je me suis occupée d'elle le mieux que je puisse faire. Je lui ai donné la meilleure part. Je me suis sacrifiée pour elle. Et c'est par la suite, c'est ce clivage, ce conflit émotionnel qui va
affaiblir pesant, les dents et qui va être dur à gérer au quotidien. Et C'est là, pour ça, voilà. c'est pour ça il faut, elle l'a dit Dalila tout à l'heure, il faut expliquer la maladie Voilà. aux aidants Exactement. pour pouvoir accompagner et avancer. Donc pour revenir à la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui passe par plusieurs étapes. Donc là, le début de la maladie, il est progressif et il est lent, insidieux. Donc, ce qui rend le diagnostic difficile par rapport à la discrétion des signes. Et les symptômes, ils sont intriqués. Et voilà. Donc, ça va commencer le plus souvent par des troubles mnésiques. Qui sont pas ils sont discrets. Donc c'est quoi? C'est des oublis fréquents, c'est des oublis fréquents des événements familiaux importants, des rendez-vous qu'on oublie. Des prénoms. Des prénoms des enfants. Au début, ce n'est pas aussi franc que ça. Donc c'est juste des petits signes comme ça. Et puis bon, j'ai parlé des troubles mnésiques. Il peut y avoir aussi des troubles par rapport à se retrouver dans des lieux nouveaux. On peut trouver des troubles des modifications de la personnalité. Une exagération des traits de caractère prémorbides. Et quoi encore? On peut trouver, souvent ça commence comme ça, mais il peut y avoir un début inaugural par un épisode dépressif. Il peut y avoir des troubles du comportement et même parfois des troubles psychotiques, c'est-à-dire un délire, des hallucinations. Donc tout ça rend que le diagnostic au début de la maladie, il est compliqué. Mais aussi, ce qui nous aide à penser à la maladie, c'est que par exemple, chez une personne vers la cinquantaine, qui n'a jamais eu d'antécédents psychiatriques, qui n'a jamais fait d'épisode dépressif, ça nous permet d'évoquer. Penser à un début un état pré-démentiel. On n'est pas encore dans la phase d'état. Et puis il y a un point important, c'est qu'il y a une dissociation entre les plaintes, c'est-à-dire le malade, entre ce qu'il ramène comme plainte et ce que rapporte la famille. Il y a une discordance. Donc pourquoi? Parce que tout simplement il est anosognosique, il ne se reconnaît pas malade. Ensuite, cette phase-là elle peut dépendre 2 à 4 ans, tout dépend. Chaque cas est un cas. Après, on est dans la phase d'état où tous les symptômes que j'ai cités s'aggravent. Et puis, il y a ça a une répercussion sur la vie familiale, professionnelle. Je parle du malade. Ensuite, dans la phase d'état, il y a ce qu'on appelle les 3A. Il y a des troubles des fonctions symboliques, par exemple l'agnosie, qui sont l'agnosie, l'apraxie et l'agnosie, l'apraxie. Le dernier, c'est ça va me revenir. Donc, l'apraxie, la personne... C'est pour ça qu'il faut être vraiment au courant de la maladie, qu'il faut s'informer au maximum pour savoir dans quoi on met les pieds quand on est aidant. Voilà. Et à fur et à mesure, ça s'aggrave. Ça s'aggrave. Donc, la formation aussi est importante. Justement, moi, personnellement, dans mon parcours avec ma mère, j'avais constaté des choses, mais je n'ai jamais en aucun moment mis le mot Alzheimer sur la maladie de ma mère. Elle avait des oublis comme tout le monde, elle avait de temps en temps des désorientations spatiales, mais au point où je me dis c'est la maladie, il a fallu qu'elle fasse un AVC, un mini AVC, un AIT, pour qu'on commence les consultations et les explorations pour arriver en fin de compte au diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Et puis je me rappelle de la consultation avec le médecin. Il a commencé à m'expliquer, à me donner une petite définition de la maladie d'Alzheimer, mais comme un enfant, j'étais comme un enfant totalement désemparée, totalement malheureuse d'apprendre la maladie, que je lui ai dit, écoutez, s'il vous plaît docteur, et ces neurones-là qui vont mourir, est-ce qu'ils vont renaître? Est-ce qu'il va y avoir d'autres neurones qui vont être remplacés? Mais du recul, je me dis, j'ai posé une question que, quand on a un certain niveau, je me dis, mais j'étais là, j'étais dans le désarroi, dans le désespoir.
Il m'a dit oui, oui, bien sûr, ils vont renaître, mais fil Jannah. Alors, je n'oublierai jamais ça. C'est très important pour les dents et pour les familles qui accompagnent les malades de connaître, d'apprendre en quelque sorte à poser, à annoncer le diagnostic. Annoncer le diagnostic, c'est très important. C'est un pas très important pour bien vivre la maladie, pour l'accepter, pour pouvoir avancer d'une manière plus sereine, et connaître sans la maladie devoir aussi. vivre le tsunami qui nous détruit plus qu'un petit mot gentil. Écoutez, il a cette maladie, ne vous en faites pas, elle n'est pas aussi grave que ça. C'est-à-dire, c'est très important. Donc, merci. Les dents, on revient à les dents. Les dents, c'est quand on reçoit, c'est nous qui recevons le diagnostic. C'est surtout la famille qui reçoit Donc le diagnostic, il doit être posé avec beaucoup de tact. Beaucoup de psychologie. Et essayer d'informer au maximum. On est déjà arrivé à la fin de notre débat. Je suis vraiment désolée, on est arrivé vraiment à la fin de notre débat. Dommage. Un petit mot, allez-y. Un petit mot. C'est-à-dire, pour revenir à l'annonce du diagnostic, il ne faut pas se précipiter. Prendre tout son temps. Dans un milieu, un espace thérapeutique. Et puis, si la famille, les aidants ne sont pas prêts à entendre le diagnostic, on a le temps. Exactement. Ça ne se fait pas entre deux portes. Oui. Exactement. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé. Alors, madame Dalila Abdelli, vous êtes présidente de l'association Médecins Sanish. Merci pour votre participation et votre témoignage. Docteur Linda Bouait, vous êtes psychiatre, merci aussi pour votre participation. Et docteur Samira Fekash, psychologue, directrice générale d'un centre de recherche et d'application psychologique, merci aussi pour votre participation. Merci à vous, mesdames. Et bon courage aussi aux aidants. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. Et aux autres, n'hésitez pas à donner de l'aide, à penser aux aidants, à leur parler et leur demander si tout va bien, s'ils ont juste besoin de parler et être à l'écoute. C'est très important. Merci encore à vous, mesdames. On passe à la partie rubrique juste après ceci. نهدي لك روحي ومالي ونحلف لك بمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العلي وربي العالمين يا على مكيلاني وجبالك حرين قسما بالله العالي وربي العالمين يا على مكيلاني وجبالك حرين يا على مكيلاني يا أرض صلاح الدين شرقي وغربي كلنا في دار نتكلم من صميم قلبي لا تأخر أبدا ونعهدك بربي يا حربي ودم الشهداء للفتح وطني وشعبي هما المسببين تحيا فلسطين نهدي لك روحي ومالي ونحلف لك بمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي وربي العالمين يا يعلمك إلهي وجبالك حرين قسما بالله العالي وربي العالمين يا يعلمك إلهي وجبالك حرين يا يعلمك إلهي يا أرض صلاح الدين فلسطين الثورية سلاح والإيمان تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان احنا هما اصحاب التضحية ما نخافوا عديان في سبيل الله والحرية احنا المجاهدين يا أرض فلسطين نهدي لك روحي ومالي ونحلف لك بيمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي وربي العالمين يا يعلمك إلهي وجبالك حر قسما بالله
يعلم كلالي وجاتك حورين يا يعلم كلالي يا أرض صلاح الدين بسم الله الله أكبر على دم الأديان لابد من الحق يتنصر نور عليه يبان قد ما يكون الظلم يتكسر جاك يا رحمن يبقى ساقطنا الجبار معمم العينين تحيا فلسطين. Et voilà, quand les artistes algériens chantent la Palestine, et on continue avec la Palestine avec la rubrique de Wahida Selim Chérif. Oui, chef. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia, comment tu vas? Très bien, merci. Alors aujourd'hui, tu t'intéresses au 7e art palestinien. Exactement Mounia. On part juste après le jingle. Oui, ça marche, jingle. J'étais tellement concentrée avec la chanson, je chantais même Très avec belle la chanson, chanson, oui, très belle oui. chanson. Donc je les appelle le jingle. Voilà. À toi. Pas de souci, Mounia. Alors, est-ce que vous savez que le cinéma palestinien est parmi les premiers films arabes? Donc souvent les gens ils ignorent cette information, mais ce qu'il faut savoir c'est que le cinéma palestinien il a commencé exactement en 1930. Donc, ils étaient archivés sous forme d'affiches. Donc, à l'époque, ils n'avaient pas les CD ou les cassettes pour les enregistrer. Le seul témoin de l'histoire, c'est les petites affiches qui collaient un peu partout pour faire la promotion du film. Voilà, les affiches de cinéma beaucoup de collectionneurs collectionnent aussi. Exactement, hein. exactement. J'étais vraiment impressionnée de trouver plusieurs collectionneurs arabes, enfin de toutes les nationalités, mais des films arabes. C'est impressionnant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers réalisateurs palestiniens, il s'agit des frères Lama, Badr et Ibrahim, qui sont les premiers cinéastes du monde arabe. Ils sont nés au Chili, ils ont grandi en Égypte. Ils sont partis en Égypte tout simplement pour produire. On les voit là en image. Voilà, on les voit en image. C'est une image un peu qui date des années 30. Oui. Les deux, ils étaient en train certainement de discuter d'un film qu'ils allaient réaliser. Ils avaient créé une boîte de production de films. Mais quel genre de film? Film égyptien, arabe. Donc, ils parlaient de tout. C'était de l'humour, c'était un peu de l'art égyptien, mais ils ne parlaient jamais de la Palestine. Donc, ils ont fait près de environ 60 courts et longs métrages. Ils tournaient tout autour de tout ce qui est culture arabe, égyptienne, comédie, beaucoup de comédies d'ailleurs. Je ne sais pas Mounia si tu regardais un peu les films à l'époque, comédie égyptienne en noir et blanc, c'était un peu marrant. Il faut savoir qu'on a dû certainement croiser le nom des frères Lama sans se rendre compte. Exactement. Il faut savoir que c'est des Palestiniens et non pas des Égyptiens. Il y a aussi un Sarhan qui a réalisé le premier... Un autre réalisateur? Oui. C'est un autre réalisateur voilà, qui a produit un court-métrage documentaire de 20 minutes. C'est le premier. Il s'appelle Ibrahim Hassan Sarhan. C'est le premier à avoir réalisé un court-métrage de 20 minutes. Donc il faut savoir que Sarhan a réalisé plusieurs autres films jusqu'à la Nakba de 48. Malheureusement, après, il était obligé de partir vivre en Jordanie. Oui. Donc le cinéma palestinien a connu une tournure depuis 48. Bien sûr. Donc, tous les réalisateurs... On voit déjà une image. Donc, là, c'est les frères Lama. Voilà. Il faut savoir qu'on leur a rendu hommage récemment en créant un film qui tourne autour de leur histoire, de leur début, de comment ils ont créé leur propre boîte de production. Il faut savoir qu'ils ont fait un premier film qui s'appelle, en 1926, qui s'appelle Qubla fi Sahara. Donc, il faut savoir que ce film, la plupart des références du cinéma arabe le considèrent comme le premier long-métrage arabe. Et il faut savoir que quand j'ai effectué mes recherches, plusieurs pays à l'étranger, de très grandes écoles, ils étudient Qubla fi Sahara. Donc on peut dire que le premier film arabe, c'est un film palestinien fait par des Palestiniens. Exactement. Très bien. Voilà. Oui. Ensuite, depuis 1948... Donc on peut dire que, voilà, même à l'affiche, on voit directement que Ante Nakba, c'était plus des films qu'on voit en général pour s'amuser, tout simplement. Pour s'amuser, divertissement qui parle de la vie quotidienne et tout ça, mais post-Nakba, ça a été autre chose. Exactement. C'est devenu... En fait, 48, c'était la tournure qui a pris... c'était là la tournure du cinéma arabe et palestinien spécialement.
tout le monde, que ce soit acteurs, réalisateurs, malgré toutes les technologies qu'on a pu connaître, ils se sont concentrés sur la Palestine, sur l'histoire de la Palestine. Ils racontent les horreurs que l'occupant leur faisait. Tu imagines, Mounia, depuis 1948, c'est toujours les mêmes histoires qui malheureusement se répètent, mais ça sert quand même à raconter l'histoire du Palestinien, à faire vivre leur culture, leur patrimoine. Donc, après l'occupation, le cinéma n'était pas seulement un art, il s'est transformé, et malgré l'évolution, il s'est transformé en messager. Donc, le cinéma est important dans les pays qui sont en guerre, surtout pour la Palestine, surtout en ce moment d'ailleurs. C'est une plateforme qui exprime la réalité des défis auxquels le peuple palestinien est confronté tous les jours. D'ailleurs, on voit des petits courts-métrages sur les réseaux sociaux, malheureusement avec les Instagrammeurs ou les vlogueurs et blogueurs qui se sont transformés en cinéastes. Ils essaient de partager sur les réseaux sociaux ce qui se passe actuellement. Exactement. Donc, les films, ils peuvent servir de moyens pour sensibiliser, susciter l'empathie et encourager la réflexion, critiquer sur les conséquences de la guerre. Donc, grâce aux films, on peut très bien savoir ce qui s'est passé exactement en Palestine et ce qui se passe partout dans le monde. Donc, en documentant les expériences, en racontant des histoires poignantes et en capturant l'essence humaine, le cinéma palestinien devient une fenêtre qui permet au monde entier de savoir ce qui s'est passé et ce qui se passe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Exactement. C'est justement une façon d'informer avec le cinéma et participer peut-être à des festivals aussi. Alors, on a une photo ici, tu peux nous dire? Là, c'est Saghan, c'est Ahmed Ibrahim Saghan. C'est l'une des rares photos qu'on a retrouvées sur Internet. D'accord, c'est lui qui a créé le premier court-métrage qui a duré 20 minutes. D'accord. Une photo en noir et blanc, j'ai eu du mal à le retrouver, j'ai vraiment cherché. Donc, il aimait plutôt être derrière la caméra que d'être face à la caméra. Il faisait partie des gens de l'ombre, voilà, des personnes de l'ombre, comme sur ce plateau voilà. aussi, ils sont nombreux aussi. Exactement. Il faut savoir que malgré ce qui s'est passé, la Palestine a essayé de continuer à produire des films, à réaliser des festivals. Donc souvent c'était des festivals, par exemple, la Salem, c'est la première rencontre du cinéma palestinien. On donnait avec peu de moyens, en fait, c'était vraiment une caméra, à peine 2 ou 3, je dirais même pas, c'est des amateurs. Et ils essayent à chaque fois de produire des films. Avec les moyens du bord. Voilà, avec les moyens du bord pour raconter leur histoire, essayer même de participer au niveau international. Souvent d'ailleurs dans des grandes festivités des films, on trouve des invités d'honneur, les Palestiniens, des courts-métrages ou souvent. Parfois, ça arrive d'avoir des longs métrages et ils reçoivent aussi des primes d'encouragement. C'est vraiment bien et on espère, et j'espère vraiment que ça va revenir parce qu'il y a eu plusieurs boîtes de production. J'ai essayé de les chercher, mais malheureusement, elles ont été détruites ces dernières semaines. Exactement. C'est triste, mais j'espère vraiment qu'ils vont se relever. Exactement, Inch'Allah, on l'espère aussi. Le cinéma, c'est une façon aussi, comme tu le disais, c'est une fenêtre ouverte sur ce qui se passe, justement même aujourd'hui à Gaza, en Palestine. C'est une façon d'informer, c'est une façon de sensibiliser, c'est une façon d'expliquer aussi ce qu'endure le peuple palestinien aujourd'hui. Exactement. Voilà, merci Wahida pour cette rubrique très intéressante aujourd'hui. On se retrouve pas demain, mais après-demain. Avec plaisir. Demain, on sera absent. Exceptionnellement, demain, on ne sera pas là avec vous pour l'émission Ma Famille, Ma Vie, mais on sera là dès mercredi à 10h30 en direct sur Canal Algérie, bien sûr, pour une émission dédiée à la famille. Comme à chaque fois, on est là pour vous écouter. C'est avec vous, comme je le disais au début, c'est avec vous, c'est grâce à vous que cette émission se fait. Donc, n'hésitez pas aussi à partager avec nous, à nous appeler. On vous donne à chaque fois le numéro de téléphone en début d'émission et pendant toute l'émission, il est affiché aussi pour que vous puissiez nous appeler, nous poser des questions et partager en tout cas avec nous. Et aujourd'hui, on a parlé des aidants. Alors, aider les aidants, je voulais finir justement avec cette phrase, c'était aider les aidants. C'est une façon de ne pas abandonner les personnes aidées. Parce que quand on aide la personne qui est aidante, qui est là justement à aider cette personne malade, c'est comme ça qu'on peut soutenir et aider la personne en situation malade ou en faiblesse ou handicapée. Et puis être aidant, c'est pas forcément être aidant aussi avec une personne âgée. On peut être l'aidant de son enfant, on peut être l'aidant de son conjoint, de sa conjointe. Les hommes aussi aujourd'hui sont aidants, on en a parlé tout à l'heure dans l'émission et ça se fait de plus en plus. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. On était en direct avec vous. C'est fini pour aujourd'hui. On revient mercredi, 10h30. Au revoir.